Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Vous êtes député des Hauts-de-Seine, député de La République En Marche. Vous connaissez bien Emmanuel Macron. Cette semaine devait être celle de la sortie du grand débat. Évidemment, l'incendie de Notre-Dame a tout bouleversé. Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison d'annuler son dispositif de communication qui prévoyait dès lundi soir une déclaration et puis ensuite une conférence de presse? Bien sûr, personne n'aurait compris, même si je vois bien qu'on est dans le temps de l'immédiateté, comme il le dit dans son intervention, que tous les jours, à telle heure, il faut apporter une réponse. Ouais. Personne n'aurait compris que devant ce drame national qui est l'incendie de Notre-Dame de Paris, et encore une fois, je crois qu'on peut vraiment remercier les pompiers de Paris. Grâce à eux, Notre-Dame est toujours debout, continue à veiller sur les Français. Les trésors ont été sauvés. Personne n'aurait compris que le président maintienne à 20h son intervention pendant que brûlait Notre-Dame de Paris. Et donc hier soir, le lendemain, il fait une intervention centrée sur cet événement, cette catastrophe. Là aussi, il a raison. Bien sûr. Vous savez, le grand débat... il a trouvé les mots justes. Je trouve qu'il a trouvé les mots justes. Notamment dans ce moment de communion nationale. Je crois que cet incendie de Notre-Dame de Paris, ce n'est pas que l'incendie d'une grande cathédrale, ce n'est pas que l'incendie d'une église que pour les catholiques, c'est l'est en période sainte pour les catholiques. C'est aussi bien sûr le symbole de notre patrimoine commun, de ce qu'on est nous-mêmes, de notre pays, qu'on doit reconstruire au quotidien. Et au fond, l'action publique, c'est cela aussi. Et le président de la République, moi ce que j'attends de lui, c'est bien sûr des mesures qui sont probablement attendues par les uns par les autres, on va en parler, mais c'est avant tout qui nous fixe un cap, et puis collectivement, on arrête cette léthargie permanente, qu'on essaie d'avancer. Vous employez des mots qu'il n'a pas employés, communion, catholique. Il n'a pas parlé des catholiques, il n'a pas parlé de ce que représente cette cathédrale pour cette religion. Ça ne manquait pas, ça? Il l'a dit très clairement, à côté de l'archevêque de Paris, dès le soir même. Il a, au contraire, j'en étais très heureux, rappelé qu'on était en Semaine Sainte et que la laïcité n'est pas la négation de l'appartenance religieuse des uns et des autres. Mais dans son bureau, sa déclaration solennelle, pas un mot sur la religion, le catholicisme. Nicolas Bétou, le président de la République aurait, comme c'était le cas parfois d'anciens présidents de la République, qui ne voulaient jamais par principe parler de l'appartenance religieuse des uns ou des autres. La France est aussi la fille aînée de l'Église. La laïcité n'est pas la négation des racines chrétiennes de la France. Et on est en Semaine Sainte. Et bien évidemment, l'incendie de Notre-Dame de Paris, j'étais très heureux que le président le rappelle très clairement devant tous les Français, devant la cathédrale de Paris, le soir même. Le soir de la catastrophe. Et aussi pour les catholiques, il faut bien sûr y penser, un événement particulièrement bouleversant. Alors évidemment, le plan de communication et donc le plan politique d'Emmanuel Macron ont été chamboulés complètement depuis 3 jours. Les mesures ont fuité, les mesures qui devaient provoquer ce qu'on a appelé un effet waouh, un effet de surprise, et commencer la reprise, la reconquête du terrain par Emmanuel Macron. Après le débat sur les gilets jaunes, tout ça a fuité. Emmanuel Macron est furieux. Écoutez, non, je ne sais pas ça, mais je ne sais pas s'il est furieux, je ne sais pas s'il a vraiment fuité ou pas. Moi, je vais vous dire, j'invite tout le monde à attendre ce que le président va nous dire. Et encore une fois, il y a probablement des mesures très attendues sur la fiscalité, notamment pour les uns pour les autres. Je ne crois pas que l'heure soit au catalogue de ce que chaque catégorie de Français pourrait revendiquer. C'est pourtant ce qui est sorti. Oui, mais c'est malheureusement, c'est ainsi en démocratie, vous le regrettez médiatique. Écoutez, j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais ce qui compte, c'est ce qu'il va nous dire, vers où il veut entraîner les Français, quel est son projet politique, quel est le constat qu'il fait de la France. Et à l'issue de cette crise des Gilets jaunes, à l'issue de ce grand débat qui a quand même été un succès, alors que personne ne l'attendait, quelles sont les grandes lignes de l'action publique qui vont être menées et quelles sont des mesures très concrètes aussi, bien sûr, que les Français attendent. Alors on regarde ça, baisse de l'impôt sur le revenu, décentralisation, suppression symbolique probablement, mais suppression en tout cas de l'ENA, réindexation des retraites. C'est quoi le plus important pour vous? Bon, d'abord, l'important pour moi, c'est qu'on se mette au travail. Parce que c'est la France a des atouts. Que le grand débat a arrêté la France pendant plusieurs mois? Non, je ne dis pas qu'elle a arrêté. Heureusement, les entreprises vont continuer à travailler. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on se rende compte de nos atouts. Et puis quand il y a... on a une histoire, on a un passé glorieux. Et on a un avenir glorieux. C'est à nous de le constituer, de le construire. Dans la mondialisation, la France, elle a d'immenses atouts. Par contre, il faudrait peut-être aussi à un moment donné arrêter, puis collectivement aller dans le même sens. Alors, se remettre au travail. Avec quelles mesures en particulier? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Écoutez, je verrai, moi, les mesures du président, je ne les ai pas vues. Encore une fois. Oui, mais je n'ai pas vu toutes les fuites dans le détail. Je n'ai pas passé ma nuit à regarder les fuites. Ce que je sais par ailleurs, c'est qu'il y a une nécessité de justice. La France est le pays recordman des impôts et des taxes en tout genre. C'est intolérable pour tout le monde.
Et aujourd'hui, on en arrive à un modèle où ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous s'appauvrissent. Il n'y a jamais eu de Français qui vivent aussi nombreux sous le seuil de pauvreté. Tous les salariés qui sont entre le SMIC et 2 fois le SMIC ont un système avec des taxes et même déjà des impôts sur le revenu pour certains d'entre eux qui deviennent avec un prix de l'immobilier qui a explosé et qui ne leur laisse pas le pouvoir d'achat pour vivre. Et ensuite, tous ceux qui créent de la richesse, on a pendant des années et des années passé leur temps à essayer de les faire fuir. Ben, écoutez, qu'est-ce que veut faire le président de la République? C'est un système où tout le monde va de l'avant, on réduit la voilure, on arrête de dépenser de l'argent public parce qu'il est précieux, comme jamais l'argent public. Donc chaque euro dépensé doit l'être avec une immense utilité. Et par ailleurs, il y a une baisse probablement qui sera annoncée des impôts et des taxes. Bah, écoutez, en tout cas, moi je pense que c'est... D'abord, il faut aucune hausse d'impôts. Moi, je suis favorable à cela. ISF, etc. Moi, Pas de hausse d'impôts. Pas de suppression des niches fiscales qui reviennent en fait à des hausses d'impôts. Oh, mais ça, c'est pas des hausses d'impôts. Ah, mais si, c'est des hausses de ce que vous payez. Si une niche fiscale est fermée, qui est réservée à ceux qui payent des impôts. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on regarde en permanence et qu'on évalue s'il y a quelques niches fiscales et compagnies qui n'ont aucun intérêt particulier. Regardez, vous savez, les gens les plus riches d'entre nous, très peu nombreux par ailleurs. 0,1%. Oui, il y a les 0,1%. Regardez quand il y a Notre-Dame de Paris. C'est quand même un beau symbole. Je vois bien que sur les réseaux sociaux, tout le monde hurle parce que M. Arnaud, parce que M. Pinault, parce que M. Bouygues, parce que la famille Bettencourt sort le chéquier. Mais c'est heureux. Il y a aussi appel à la solidarité régulièrement. Ouais. Et moi, je ne crois pas que les 0,1% des Français les plus riches soient désespérés à l'idée de régulièrement participer à la solidarité nationale. On est le pays d'Europe où ils le font le plus. Il n'y a pas un pays en Europe où les gens les plus fortunés participent. Eh ben, arrêtons de stigmatiser, faisons plutôt appel au collectif. Et en général, dans le collectif, les gens les plus favorisés, ils sont heureux de participer. Ils sont heureux de participer. La suppression de l'ENA, gadget ou mesure utile? Moi, je suis. J'ai pas fait Vous cette n'avez école, pas fait j'ai pas fait cette école nationale d'administration qui est très prestigieuse. Je vois ce que fait l'État depuis des années. Il essaye, dans les grands postes publics, la préfectorale et compagnie, d'élargir les profils. Ouais. De plus en plus, on voit des préfets ou des préfètes qui sont pas issus de l'École nationale d'administration, qui ont des formations. Rare, hein, quand même. En proportion. De plus en plus. Ce sont souvent des hauts fonctionnaires, par ailleurs, mais qui sont ingénieurs de formation, qui ont des parcours différents. Ben, voilà, je crois qu'il faut aérer un peu tout ça. Il y a 40 ou 50 ans, il y a 30 ou 40 ans, il y avait un ascenseur social qui fonctionnait différemment. On était fils d'ouvriers, on était issus de l'immigration à 1 ou 2 générations. On pouvait rentrer dans une grande école. Et aujourd'hui, ça fonctionne moins. Aujourd'hui, ça fonctionne moins. La vérité est celle-là. Il ne faut pas que l'administration s'enferme dans un modèle très monolithique qui forme toujours les mêmes. Moi, je suis favorable aussi parce qu'il y a des allers-retours entre le privé et le public. Ça peut être quelque chose d'intéressant en gestion de crise, d'avoir des profils atypiques qui ont passé par des activités professionnelles plus variées. Diverses et qui donnent une expérience plus vaste, plus large. Thierry Solère, vous avez une affaire pendante, si j'ose dire, avec la justice, avec le fisc, et vous êtes quelqu'un d'assez original dans la démarche. Vous êtes sous enquête, si j'ose dire, et vous attaquez ceux qui enquêtent contre vous. Moi, je suis surtout quelqu'un qui a été, comme énormément de monde dans la vie politique, visé par une enquête. Oui. J'ai considéré qu'à partir du moment où un soupçon portait sur moi, il était utile que je me mette en réserve. Le jour, je voyais à la télévision, tout le monde expliquait plein de choses. Ils étaient tous mis en examen dans des affaires diverses et variées. Je ne suis pas mis en examen. Vous êtes retiré des médias et... Pendant plusieurs mois, parce que j'ai pensé utile. Et aujourd'hui, si vous ressortez, c'est que les choses ont évolué? Je n'ai pas de poursuite. Et je n'ai pas été mis en examen, et donc il n'y a aucune poursuite contre moi. Dans le cadre de cette affaire, j'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec les enquêteurs et avec la justice. Mais vous attaquez la justice? Alors, vous attaquez le procureur? Non, j'attaque personne directement. J'attaque le fait qu'il y a eu une présentation de ma demande de levée d'immunité parlementaire, qui est basée sur un faux. On m'a accusé très clairement que les crédits immobiliers que j'avais contractés il y a 20 ans quand je me suis marié n'existaient pas. Il suffisait d'aller à ma banque, de les demander, et on les aurait trouvés. Ça m'aurait évité, je pense, tout cela assez aisément. Voilà. Après, je suis comme tout le monde, je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous quand on me pose des questions. J'y apporte des réponses, et voilà. Et donc vous reprenez votre vie politique, entre guillemets, normale? En tout cas, je ne l'ai pas arrêté, mais j'ai considéré utile, pendant quelques mois, dans ces moments-là, de me mettre un peu en retrait. Parallèlement, le garde des Sceaux de l'époque, Jean-Jacques Urvoas, c'était le dernier garde des Sceaux du quinquennat précédent. Vous avez transmis un document qui vous informait sur l'état de l'enquête. Il est lui-même poursuivi et il va passer devant la Cour de justice de la République.
Est-ce que c'est une affaire connexe? Est-ce que c'est une autre affaire de votre affaire à vous? Comment est-ce que vous réagissez? Parce que c'est connexe, parce que c'est lié à mon affaire. Moi, je ne vais pas m'exprimer énormément parce que par nature, la Cour de justice de la République aura à dire les choses. Jean-Jacques Urvoas a reconnu m'avoir transmis ce document. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites qui sont absolument fausses. Nous ne sommes pas amis. J'ai vu une fois dans ma vie Jean-Jacques Urvoas à sa demande. Après, Jean-Jacques Urvoas aura à répondre, comme tout citoyen, à une accusation. Il est présumé innocent, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire, bien sûr, sur ce sujet. Je ne suis pas moi-même poursuivi dans ce dossier. Le chef de l'État disait hier soir dans son allocution que le temps politique exigeait des réponses immédiates et des urgences. Est-ce que la justice va assez vite? D'abord, il peut y avoir parfois à se plaindre les uns les autres de cela, mais qu'on soit député ou un simple citoyen, elle n'est pas obligatoirement différente dans sa rapidité. C'est vrai que le temps médiatique et le temps judiciaire n'est pas le même. Le temps politique en est un troisième. Il faut que chacun fasse son travail. Ne jugeons pas à la place des juges. La présomption d'innocence, ça compte. Ne condamnons pas. Voilà, moi, par là où je suis passé, j'ai un regard aujourd'hui un peu différent sur les choses. Plus critique. En tout cas, je crois qu'il faut peut-être pas s'emballer tout de suite à croire des choses. Il faut laisser la justice faire. La justice, c'est quelque chose d'important. Si les gens sont coupables, ils sont condamnés, et la peine, quelque chose de lourd. Donc, il faut la laisser travailler. En France, on est un pays où, qui qu'on soit, regardez le ministre du Budget avait un compte à l'étranger, manifestement, il a été condamné pour cela. Qui qu'on soit, on doit respecter la loi. Exactement, et si on ne la respecte pas, on est sanctionné. Ce sera le cas éventuellement pour Jean-Jacques Urvoas. On verra ça avec la Cour de justice de la République. Merci Thierry Solère. Merci à vous.